bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour le dernier JT de la semaine. Voici les titres que nous allons développer ensemble. Soirée explosive hier à Monaco, le traditionnel feu d'artifice pyromélodique a illuminé la baie et ravi les spectateurs, même jusqu'au jardin exotique qui a ouvert ses portes spécialement pour l'occasion. Les plus belles images dès le début de ce journal. Le mois de juillet est terminé, on entame le mois d'août. Si vous cherchez encore un maillot de bain, nous allons vous aider dans ce JT. Nos reporters sont allés dénicher les tendances. J-20 avant le grand départ de la Vuelta depuis la Principauté. Si vous attendez l'événement avec impatience, restez avec nous. Le commissaire général de l'épreuve à Monaco, Christian Tornator, nous livrera les derniers détails de l'organisation. Enfin, avis aux enfants friands d'activités sportives pendant l'été, le Monte Carlo Country Club propose un stage d'une semaine pour les 7 à 14 ans et c'est un succès, nous les avons suivis. Commençons ce journal par le bouquet final. Le grand feu d'artifice pyromélodique du mois d'août était de retour hier soir à Monaco. Il était comme toujours tiré depuis la digue du Port Hercule, mais certains d'entre vous ont choisi un endroit un peu plus original pour le regarder. Le jardin exotique qui a ouvert son bar au public pour la soirée. Un bon moyen d'assister au spectacle sous un autre angle. Sarah Inkari et Hugo Comasa se sont mêlés à la foule. Ambiance conviviale et décontractée au jardin exotique. Le site touristique a ouvert exceptionnellement ses portes pour la soirée aux personnes ayant réservé une table. C'est le cas de Vincent, venu avec sa fille Victoria. On avait reçu un email du jardin exotique parce qu'on avait fait les visites lors de la réouverture qui proposait cette belle soirée pour les feux d'artifice. Donc on s'est dit on va prendre un peu de hauteur pour voir les feux d'artifice du jardin exotique qui est une des plus belles vues de Monaco. Le bar du jardin exotique a été inauguré il y a seulement 3 semaines. Derrière cette enseigne, 2 visages familiers du marché de la Condamine, Ricardo da Silva Alves et Rémi Rinaldi, associés sur le projet de maison mère. Alors on pourrait retrouver des petits sando, des petits sandwichs japonais à base de pain de mie. On y retrouve également 3 salades, une à base de riz noir crevettes, une César à base de crevettes également et une autre César à base de poulet. Ce lieu gourmand, destiné non seulement aux visiteurs mais aussi aux locaux, est l'endroit idéal pour admirer ce deuxième spectacle pyrotechnique de la saison organisé par la mairie de Monaco. Prochain rendez-vous à ne pas manquer, l'apéro-concert prévu le 20 août et la soirée stand-up portée par Hassan de Monaco le 28. Avis aux retardataires ou aux Haussiens, si vous partez bientôt en vacances et n'avez pas encore choisi votre maillot de bain pour l'été, pas de panique, le reportage qui va suivre devrait vous aider à faire votre choix. Il en existe de toutes les couleurs, de toutes les formes et pour tous les goûts. Frédéric Elion et Julien Logier sont allés flâner dans les boutiques du Larvoto et nous présentent leur sélection 2026. L'été sur la Côte d'Azur, le spot de référence reste la plage. Et avec cette chaleur, on est quand même bien mieux dans l'eau. Mais avant de s'y jeter, il faut choisir son maillot et du côté du Larvoto, les boutiques proposent une vaste gamme de produits pour trouver son maillot idéal pour l'été. Ce qui marche toujours très bien tous les ans, ça fait 2 ans qu'on travaille avec cette marque, c'est beaucoup Saint-Barth. MC de Saint-Barth, ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux, c'est super. Sinon Lulifama, très bonne marque, marque qui vient de Miami, donc pareil, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de strass, et très coloré, coupe brésilienne, voilà, très extravagant. Après pour tout ce qui va convenir à plus de personnes avec un prix assez moyen, ça va être Tifoli. Voilà, on va retrouver des coupes européennes au niveau du bas, du bandeau. Et après, nos entrées de gamme, ça va être Banana Moon, marque monégasque. On va plus se tourner vers les marques Billabong, Quicksilver pour les hommes notamment. Que ce soit les habitués qui reviennent chaque année acheter leur maillot au même endroit ou les touristes adeptes de l'achat de dernière minute, tous veulent allier confort et style. Ce qui a beaucoup marché, c'est ce qu'on va mettre en vitrine en avant en hauteur. Ça c'est ma responsable on fait les vitrines toutes les 2 semaines, on va changer, on va faire vraiment par couleur. Donc là le thème c'est orange et vert, là on a bleu qui est mis en avant. Donc c'est nos beaux maillots qu'on va mettre et souvent on nous les demande, même les ensembles, on va avoir toutes des tenues, maillots de bain, des paréos, vraiment ça on nous demande souvent ces ensembles là. Pour les garçons on a vraiment un peu de toutes les couleurs. C'est vraiment, on a deux clients différents, c'est vraiment ceux qui veulent quelque chose de sobre, classique, une couleur, ou ceux, par exemple, on en a un bleu avec des petits citrons pour les strands de menton, pour la région, etc. Et une dernière tendance qui, elle, ne se démode jamais, un chapeau ou une casquette sur la tête pour se protéger du soleil.
Et vêtus de vos magnifiques maillots de bain, vous prendrez bien un cornet de glace. Elles aussi sont les stars de l'été. Ce n'est pas juste une tendance, c'est un art de vivre qui se partage à plusieurs. Il y en a pour tous les goûts, puisque les parfums se déclinent aujourd'hui en de multiples variantes, parfois même surprenantes. Nos reporters Alexandre Olivier et Alexandra Paolini sont allés faire le tri et dénicher quelques pépites. Oubliez les traditionnels chocolat, vanille, fraise. Plus de cornet non plus, tout le monde profite de sa glace dans son pot avec des saveurs de plus en plus originales, même si certains préfèrent toujours les parfums classiques. Chocolate and the stracciatella. Very nice. I've had them before in Italy, so I know both flavors are very nice. Yeah, I like them both. I had the rum and raisin, which was really good. You could really taste the rum in it. It's come through really strong. And I had the pistachio. And pistachio is delicious. The two together, work really well. I'd stick away from the regular flavours and go salted caramel's the one I always choose. Chacun a sa préférence, alors chez les glaciers, il faut être prêt. Émilie travaille chez Santo Gelato depuis plusieurs années. Elle a observé une évolution de la consommation des clients. C'est vrai que c'est beaucoup avec les modes aussi. La nocciolata, par exemple, c'est un des parfums phares du glacier. C'est une crème de noisette avec une crème de chocolat. Et c'est très très gourmand et ça fonctionne très bien. Et sinon, à cette période de chaleur, énormément les fruits. C'est souvent les parfums les plus gourmands, avec beaucoup de chocolat, beaucoup de crème, voilà, assez de gourmandise. Pour faire la différence, Santo Gelato s'adapte à la demande des clients. Selon la saison, il fabrique des glaces différentes. L'été, c'est le fruit qui est roi. On a modifié notre recette encore cette année. On essaye de modifier toujours pour faire au mieux pour les clients, selon les demandes. Quand là, c'est vrai que les gens demandent de moins en moins sucré. Donc on essaye de modifier, plus de fruits, moins de sucre. Voilà, on travaille quotidiennement la qualité de la glace. Pas de parfum favori donc, chacun a sa propre préférence. Une chose est sûre, déguster une glace pendant l'été, ça donne toujours le sourire. Et ça donne faim surtout. Dans moins d'un mois maintenant, les 22 et 23 août prochains, la Principauté accueillera le grand départ de la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste. Dans la foulée d'un passionnant Tour de France, les amoureux de la petite reine attendent avec impatience ces nouveaux tours de roue, cette fois dans nos rues. Pour faire un point d'étape sur l'organisation, nous recevions cette semaine le commissaire général du grand départ de Monaco, Christian Tornator. Interview menée par Christophe Paco. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Christophe. Vous rentrez du Tour de France notamment, on s'était croisé lors du grand départ à Barcelone. Vous avez appris des petites choses encore sur l'organisation d'une telle course comme la Vuelta qui appartient en partie au groupe qui assure également le bon fonctionnement du Tour de France, c'est-à-dire le groupe ASO. On a eu encore une réunion hier en Principauté avec tous les organisateurs espagnols. Donc on a finalisé, je crois, la totalité des manques que l'on n'avait pas encore pu préciser, puisqu'il nous manquait certaines précisions. Christian Tornator, ce qui reste aujourd'hui, c'est à combler les petits trous, les petits manques ? C'est pas tellement ça, c'est surtout d'avoir un minute par minute qui soit beaucoup plus précis. Parce que là, pour l'instant, on avait des amplitudes horaires, mais on n'avait pas de minute par minute. Donc depuis hier, on en sait beaucoup plus, et ils vont nous renvoyer un programme définitif qui sera complètement à jour et que l'on pourra diffuser, je pense, d'ici la fin de la semaine. Un programme qui commencera par, ça c'est la tradition, comme pour le Tour de France, par la présentation des équipes. Ce sera sur le port de Monaco pour Hercule ? Non, négatif. La présentation des équipes, ça sera le jeudi soir à partir de 19h. Derrière moi, sur la place du Casino, sur cette place merveilleuse qui appartient à la SBM, et pour laquelle il y aura des animations entre 18h et 19h, et après la présentation avec l'émission télévisée qui sera diffusée dans le monde entier. Donc venez nombreux voir peut-être M. Pogacar, mais amenez toute la famille parce que c'est le moment où on verra les coureurs de près et le moment où ils seront le plus tranquilles. La course, elle, va démarrer le 22 avec un contre-la-montre dans les rues de Monaco. Le 23. La course démarrera donc samedi. Oui. Samedi, à partir de 13h, les coureurs pourront s'élancer depuis la rampe de départ qui sera installée sur les escaliers du Casino. Entre 13h et 15h, ils auront l'entière liberté de reconnaître autant de fois qu'ils veulent le parcours. Et après, le premier coureur s'élancera à 16h17. D'accord. 16h17 parce que le calcul a été fait. Le dernier concurrent partira vers 19h21 pour arriver sur la ligne d'arrivée, donc sur le boulevard Albert Ier, vers 19h30 pour avoir un timing très précis. C'est ce que l'on espère en tout cas. Le premier maillot amarillo, bien sûr, maillot rouge sur le Tour d'Espagne. Oui. Et le lendemain, ils nous quitteront. Ils partiront d'où le matin? Parce qu'ils vont vers Manosque ensuite, le dimanche.
Oui, ils vont vers Manos, ça sera la deuxième étape qui partira depuis la place du Palais. Donc à midi, c'est sûr et certain, ils partiront depuis la place du Palais en peloton jusqu'à la sortie de Monaco en traversant encore une fois la principauté dans sa totalité. Et ils nous quitteront à la hauteur du jardin exotique pour retrouver le parcours en territoire français. Jusqu'à Manos, ça fait quand même une étape de 215 km. Je crois que c'est la plus longue de la Vuelta. Ils commenceront bien, enfin ce sera déjà la deuxième étape, mais ils commenceront quand même bien le parcours pour retourner jusqu'à Grenade, puisque l'arrivée est à Grenade. Vous savez que cette année, la Vuelta n'arrive pas à Madrid, mais à Grenade, puisque ce jour-là, il y a le Grand Prix de Formule 1 en plein centre de Madrid. Un peloton qu'on sera ravis de retrouver avec de nombreuses équipes qui ont participé au Tour de France. On a encore plein de souvenirs 48 heures après. Et cette dernière montée, Montmartre, la rue Le Pic, l'arrivée, Van der Poel contre Pogacar. Est-ce qu'on va voir par exemple un maillot jaune à Monaco pour la Alors Vuelta? il est certain que le maillot jaune du Tour de France n'a jamais gagné la Vuelta. Ça c'est clair. Alors est-ce qu'il se sentira encore en forme pour venir en principauté et affronter les coureurs qu'il a déjà affrontés certainement pendant le Tour de France? En tout cas, comme vous le disiez, les équipes, il y en a sur 23, il y en a 21 qui étaient présentes sur le Tour de France. Il y aura forcément des changements d'équipe, forcément des changements de coureurs. Mais c'est l'occasion de venir voir les coureurs de près et je recommande à tout le monde de venir aussi bien pour la présentation que pour le contre-la-montre. Ça sera formidable. Entre le Palais, ensuite le grand départ. Oui, on verra peut-être pas toutes les stars du Tour de France, mais on verra, vous l'avez précisé, toutes les équipes. Et le nom, de toute façon, le nom des inscrits arrive quoi? Une semaine avant le départ, c'est ça à peu près? On ne le saura vraiment que dans le courant de la dernière semaine. Donc la semaine, je vais dire après le 15 août, ça sera connu. On connaîtra effectivement tous les participants à ce moment-là. Je vous rappelle tout de même, Christian Tornator, qu'à l'occasion d'une étape entre Dole et Belfort avec le prince Albert II, le prince souverain a souligné qu'il avait rendez-vous avec Pogacar au départ de la Vuelta. J'espère que ce ne sera pas en civil, que ce sera avec le cuissard quand même pour Pogacar. Hein. Mais il y a bon espoir. Oui, on l'espère tous, parce que c'est vraiment le champion qui est présent dans tous les esprits au surlendemain de l'arrivée du Tour de France. Et je crois qu'il tient quand même à faire la Vuelta, parce que comme je vous l'ai dit, il ne l'a jamais gagné. C'est ce qui manque à son palmarès, et ça sera une certainement très bonne occasion pour lui d'être présent et actif, comme on le connaît dans l'équipe UAE. Oui, c'est certain. C'est sûr, pour ensuite disputer les championnats du monde. En matière de circulation autour de Monaco, dans Monaco, ça sera compliqué? Il y a quelques restrictions ou pas? Il y aura forcément des restrictions, oui. Essentiellement le samedi, puisque nous aurons la fermeture du parcours à 12h précises. Tout le parcours sera ceinturé de barrières, contrôlé, avec des implantations spécifiques pour les traversées piétonnes, et ce jusqu'à 20h pratiquement, puisque de 12h à 19h30, les coureurs et les organisateurs pourront être présents sur le parcours, d'abord dans une période de reconnaissance, puis dans une période de compétition. Donc c'est une longue journée à affronter. Et vous pouvez être assuré que aussi bien les commerçants que les exploitants d'hôtels et de restaurants ne seront pas dépourvus, puisqu'on a prévu d'avoir toutes les traversées. Il y en a 26, je crois, 26 ou 27 traversées qui permettent de franchir le parcours, évidemment à pied, pour accéder en tous les lieux publics de la Principauté. Merci Christian Tornator d'avoir pris quelques minutes avec nous en tout cas sur Monaco Info pour nous décrire encore une fois le spectacle qui va se dérouler chez nous en Principauté, la grande épreuve 22-23 pour la course elle-même de la Vuelta, le Tour d'Espagne 2026. À très vite sur Monaco Info. Merci Christophe. Entre le meeting Hercules et la reprise du championnat de France de football, le Stade Louis II en profite pour effectuer quelques mises à jour. Cette fois, c'est la piste d'athlétisme qui fait l'objet de travaux de resurfaçage. Alexandre Olivier et Julien Logier nous emmènent voir de plus près cette remise en beauté. Pendant que les jardiniers s'occupent de la pelouse du Stade Louis II, d'autres coulent un nouveau revêtement sur la piste d'athlétisme. Un chantier nécessaire pour conserver l'homologation de la Fédération World Athletics. C'est grâce à ce certificat, valable 5 ans, que les records réalisés au meeting Hercules sont officialisés. Le stade profite de cette période un peu plus calme pour effectuer ces travaux qui exigent une réalisation précise. On a enlevé toutes les petites particules qui étaient en trop, on les a balayées. On a commencé à passer un premier vernis pour aplanir un petit peu la surface. Là, ils sont en train de couler de la résine. Ils ont d'abord passé une couche de vernis, maintenant ils coulent la résine. Et ensuite, ils remettent tous les petits grains de tartan. On augmente la surface de 4 mm.
Et ensuite, on fera les tracés et enfin un nouveau balayage, après un dernier vernis. La piste se doit d'être la meilleure possible pour favoriser les performances des athlètes afin de répondre aux exigences d'événements internationaux tels que le meeting Hercules. Ça, c'est une surface, elle s'appelle la Konica V Pure. C'est en matière de performance, c'est la meilleure. Donc on a pris conseil et on s'est fait valider le choix par la Fédération monégasque d'athlétisme. Et ensuite, cette piste sera certifiée par World Athletics. La fin des travaux est prévue le 8 août prochain avec le traçage des lignes réalisé par une entreprise spécialisée dans le domaine avant le rendez-vous pour l'homologation de la piste aux alentours du 15 août. Du Stade Louis II, prenons maintenant la direction du Monte Carlo Country Club qui n'a pas oublié les enfants cet été. Et il organise en effet des stages de tennis d'une semaine pour les 7 à 14 ans. Jeunes débutants comme confirmés peuvent ainsi apprendre ou parfaire leur jeu. Alexandre Olivier et Alexandra Paolini sont allés à la rencontre des jeunes stagiaires. Il est 9h et ça frappe déjà la balle sur les cours 17 et 18 du Monte Carlo Country Club. Ce sont les jeunes les plus motivés ce matin. Depuis lundi, ils enchaînent les séances matinales dans le cadre du stage. Le programme est complet tout au long de la semaine. Coup droit, revers, volley, amorti pour les plus aguerris. Les enfants apprennent tout en s'amusant. I like hitting the ball and using the arms. I got a lot of new friends here. C'était hyper bien et ce club c'est le meilleur, Patrick c'est le meilleur et je joue avec les balles jaunes et j'aime beaucoup voir les joueurs de tennis, les champions. Moi j'ai préféré les coups droits et les revers parce que moi j'aime bien quand je shoot fort et ça va dans les deux premiers carrés. L'objectif pour l'entraîneur du stage, Patrick Segara, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Les enfants sont 4, voire 5 maximum par cours. Cela leur permet de frapper la balle constamment pendant l'heure et demie de séance. On met peu d'enfants par groupe. On fait ça par rapport au niveau, bien sûr, et l'âge. Et on essaie de faire en sorte que les gamins prennent beaucoup de plaisir à jouer, à se côtoyer, à progresser dans une ambiance plaisir, loisir et tout en apprenant la technique sur le terrain. Chaque vendredi, j'organise un petit tournoi, les enfants y tiennent beaucoup, la compétition un petit peu, même si c'est un stage loisir. Et l'objectif, c'est qu'ils progressent bien sûr quand même, leur donner l'envie de jouer au tennis quand ils rentrent dans leur club. L'équipe encadrante s'attache au suivi des enfants qu'ils retrouvent pour certains année après année. L'aboutissement pour eux, c'est de voir les enfants progresser à chaque fois qu'ils participent au stage. Il y en a beaucoup qui viennent donc d'une semaine sur l'autre et même sur plusieurs années consécutives. Donc même si on fait les stages et ils prennent souvent des cours à côté, ça nous permet aussi de voir leur amélioration sur plusieurs années. Souvent c'est une belle progression. Il y en a qui maintenant qui jouent en match, en tournoi. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils s'intéressent vraiment au sport du tennis. Fin de la séance à 10h30, tout le monde ira enfiler son maillot de bain pour aller profiter de la piscine du club jusqu'à midi avant de revenir demain matin pour le tournoi du stage. L'objectif, réussir à appliquer ce qui a été enseigné cette semaine. Allez, partons pour finir dans les jardins Saint-Martin où les équipes de la direction de l'aménagement urbain effectuaient cette semaine le traditionnel traitement préventif des pins. Ce conifère est l'espèce préférée des chenilles processionnaires qui viennent s'y accoupler. Vous allez comprendre comment procèdent les équipes avec les explications de Frédéric Elion et Goko Maza. Ce n'est pas une partie de paintball géant dans les rues de Monaco. Depuis très tôt ce mardi matin, les équipes de jardiniers de la direction de l'aménagement urbain sont sur le pont pour l'opération de traitement des pins contre les chenilles processionnaires. 400 arbres sont concernés sur l'ensemble de la principauté, dont une centaine ici, au jardin Saint-Martin. Ce matin, les jardiniers qui on voit derrière nous sont en train de tirer des billes donc à l'aide d'un paintball. Donc c'est un fusil à air comprimé. Et ça, c'est pour combattre, disons comme ça, ou anticiper, parce que c'est une lutte, on anticipe un peu, le développement des chenilles processionnaires. Plus de 4000 billes en cire d'abeille vont être tirées, 100% naturelles et biodégradables, inoffensives pour l'être humain et les animaux. À l'intérieur, un gel à base d'eau avec des phéromones féminines. L'objectif est de créer ce que l'on appelle une confusion sexuelle pour les chenilles mâles. Les mâles qui sont présents là dans les gazons, ils vont chercher les femelles, mais en effet, bon, il y a juste le phéromone, donc il n'y a rien. Ils vont tourner entre 24 heures maximum et après ils vont décéder. Donc
ça nous permet de ne pas avoir des accouplements. Donc il y aura une population de chenilles de processionnaires beaucoup moins importante. Ces phéromones vont rester pendant 120 jours sur les pins. Cette lutte contre les chenilles processionnaires se fait en plusieurs étapes. Chaque année, le mois de mai, on pose les pièges avec des phéromones pour tester la présence de papillons mâles. Si il y a les mâles, ils sont présents, à ce moment-là, on va attaquer avec le deuxième passage, disons comme ça, avec le paintball. Une dizaine de billes est tirée sur chaque arbre. Depuis le début du traitement, la présence de nids de chenilles processionnaires a été réduite de 70%. Voilà pour le tour de l'actualité de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité à Monaco Info. Dans un instant, Sarah Nkari vous présente les prévisions météo de votre début de semaine. Demain à 19h, Christophe Paco pour le journal. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Passez une excellente soirée et une très bonne semaine à Monaco. À vendredi. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, pour démarrer la semaine, le soleil restera largement dominant sur la principauté. Quelques nuages pourront faire leur apparition au fil de la journée sans grandes conséquences. Côté température, comptez 25 degrés le matin et jusqu'à 31 dans l'après-midi, avant une soirée douce autour de 26 degrés. Et on termine avec un coup d'œil sur le calendrier. Nous fêterons ce lundi la Sainte Lydie. Ayez une petite pensée pour elle. D'ici là, passez une très belle soirée sur Monaco Info.